du gouvernement qui a eu des instructions venant de la haute hiérarchie. C'est Nicolas Casani, la dimension. Faites un bon usage de ce micro. Nicolas Casani, Kadimanzoji. Tout à fait. Adresse domiciliaire. Votre adresse actuelle. 143 route de Matadi. Commune de Kadema, commune de Chassan. Vous connaissez le devenu Bogota. Oui, très bien. Vous avez des relations particulières d'amitié ou d'intimité, des choses comme ça? Non, aucune, à part que c'était un collègue du gouvernement. Un ancien collègue du gouvernement. Et à l'extrême droite, le prévenu Mike Kassenga. Non, aucune relation, à part que c'était un prestataire du gouvernement. Ce contrat a été signé le 21 avril 2021. L'occasion de le dire au niveau parquet pendant l'instruction, je ne suis pas qualifié pour attester qu'il y a eu surfacturation ou non. Je n'ai pas cette qualification et le ministère des Finances que je dirigeais ne l'avait pas non plus. Mais dans les discussions que nous avions avec le collègue du budget de développement rural et le prestataire, j'ai eu l'occasion de leur faire remarquer, ce n'était qu'une observation, la différence de prix par rapport à deux types de contrats similaires. Un contrat d'installation de stations de forage et de distribution d'eau fait dans le cadre d'un projet financé par la Banque africaine de développement qui a été l'objet d'un appel d'offres international. Et je leur ai fait remarquer simplement ceci. J'ai dit, c'est à peu près les mêmes ouvrages que vous faites, mais dans le cas du projet BAD, les ouvrages prévoient jusqu'à 7 km d'extension de réseau et une capacité de stockage beaucoup plus importante. Et compte tenu de cela, peut-être que votre prix moyen peut être élevé. Mais c'était une observation, une discussion de bonne foi. Ce n'était ni une injonction, ni une contrainte, une discussion de bonne foi. Et je leur ai fait remarquer que dans le cadre du contrat prise de la BAD, le prix par station variait entre 392 000 $ et presque 700 000 $, 600 et quelques mille $, presque 700 000. C'est une observation de bonne foi. C'est tout ce que j'ai fait comme remarque sur le prix, mais ça n'a jamais été ni une contrainte ni une exigence, c'était une observation. Et pour ce qui est de mon appréciation, en dehors de ce que je viens de dire, d'abord, il faut savoir que ce contrat est un contrat avec une facturation forfaitaire globale. Et c'est un contrat qui prévoit un certain nombre de choses, y compris un service après-vente, un suivi. Il prévoit la connexion, je crois, à Internet. Il prévoit des installations solaires. Donc, c'est un contrat qui est théoriquement, d'après ce qui était prévu, un contrat des projets importants. Et dans tous les cas, c'est dans le même ordre de prix que ce que je viens de dire, c'est-à-dire les projets financés par la Banque africaine de développement et qui ont fait l'objet d'un appel d'offres international. Donc, si on pouvait parler de prix, peut-être une petite différence à la marge, mais ce qui est sûr, c'est qu'on devait se situer en centaines de milliers de dollars. Et non pas, comme ça a été dit et entretenu malicieusement, en dizaines de milliers de dollars, où on a voulu comparer ces ouvrages avec des petits forages domestiques pour faire passer toutes les parties prenantes comme des bandits en bande organisée qui ont décidé de surfacturer un ouvrage pour se faire de l'argent. Et donc, mais pour ce qui est de la vérité, il n'y a que les organes techniques qui sont censés pouvoir nous éclairer. Ces organes techniques sont ceux qui ont validé ces contrats au niveau des marchés publics. C'est ceux qui ont la compétence pour le faire. Et après que cette affaire est émergée,
j'ai eu l'occasion de poser la question à l'un de la DGCMP. Il m'a dit non, c'est un faux problème. Même lorsqu'un contrat est signé avec un montant, les prix sont toujours révisables en cours de contrat jusqu'à la fin. Donc ce problème de surfacturation, selon lui, était un faux problème. Donc ça ne faisait que confirmer mon opinion générale. Mais peut-être que le fait que j'ai dit que j'ai fait ma remarque sur le prix en faisant une comparaison, une remarque de bonne foi, peut-être le fait que le prestataire a décidé d'offrir des ouvrages supplémentaires, tous ces éléments ont eu tendance à faire croire qu'effectivement il y avait une surfacturation affirmée et confirmée et qu'il y avait un complot. Ce contrat a été signé avant même que nous n'arrivions au gouvernement. Je n'en ai pris connaissance qu'après avoir pris mes fonctions. Et donc, n'ayant ni négocié ni signé ce contrat, je ne peux pas donner un avis plus que ce que je viens de dire en ce qui concerne la surfacturation. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit dans mon briefing à la RTNC le 24 avril 2024. Et je l'ai confirmé pour lever tout équivoque, pour clarifier toute chose. Je l'ai continué par l'écrit en demandant à ce que le parquet intègre cette question. Merci. Vous le connaissez, c'est grâce à vous, on est passé de 1000 unités d'extraction à 1340. Quel contrat était déjà signé, c'était pour 1000? Non, j'ai fait une remarque parce que vous savez, quand on est ministre des Finances, on reçoit beaucoup de dossiers, beaucoup de projets, beaucoup de demandes de paiement. On donne toujours un avis selon l'impression qu'on a ou bien l'analyse que l'on fait. Mais souvent, à notre niveau, l'avis que l'on fait est très léger. Parce que ce dossier a déjà passé toutes les étapes d'approbation, donc nous ne sommes pas vraiment légitimes pour tout remettre en question. Mais nous avons le devoir de donner une appréciation quand même avant de payer. Et donc j'ai donné cette appréciation, et quand vous allez remarquer, et ensuite le prestataire a décidé d'offrir plus, ce n'était qu'un bonus dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt du Trésor. Et ce plus il est intervenu d'ailleurs après, en cours. C'est lui-même, ou bien c'est... Moi, qu'il a bien été porté. Je suppose que c'est la suite de nos discussions qui l'a conduit à faire cette offre supplémentaire qu'il a adressée. Vous êtes approprié. Non, j'ai été informé par mon collègue. Mon collègue Roubota. Parce que lui, il a écrit au ministre Roubota, et puis un jour, on m'a amené cette lettre du ministre Roubota qui nous informait qu'il y avait cette offre, ces stations supplémentaires. J'ai dit, ah, mais c'est très bien. Ben, comme ça, on continue, on sait qu'on en aura 300 mètres. Le ministre sectoriel dit que la première fois qu'il a pris ça, c'est vous qui avez soulevé ça au Conseil des ministres? Non, c'est lui qui m'a informé par la lettre. Vous a informé. La lettre est là et dans le dossier. Pour payer ces genres de marchés, parce que vous êtes appelé à attendre que le ministre sectoriel vous écrive face à mon engagement, ou bien de vous-même vous avez des services pour vérifier cet état des choses avant de payer. Non, nous sommes de notre propre chef. Nous payons toujours en fonction d'une demande qui vient du service bénéficiaire. Et dans ce cas, cette demande est venue du collègue Roubota. Il n'y a aucun paiement qui a été fait de mon propre chef, aucun. Et le collègue Roubota, sa demande faisait suite à une revalidation, si je peux me permettre, de ce projet en Conseil des ministres, parce qu'il avait déjà été validé, il avait déjà le cachet de l'urgence à la fin du précédent gouvernement. Et donc cette revalidation nous a amené à aller de l'avant. Mais n'étant pas signataire du contrat, donc moi je me suis fait fort de cette revalidation, je me suis fait fort de sa lettre qui demandait de payer et du besoin d'accélérer la mise en œuvre de ce projet pour payer. Il fallait pour le gouvernement des bourses près de 398 millions de dollars à payer. Et que vous étiez prêt à payer, à financer la totalité des travaux si vous avez été dissuadé dans ces projets. C'est des propos que j'ai entendus il y a une semaine ou deux que je regrette beaucoup. La vérité est simple, c'est que nous étions en train de chercher une solution globale pour financer cette activité. Nous avons deux moyens pour financer les investissements. Soit c'est le budget, c'est les ressources du Trésor, soit c'est des emprunts que l'on peut prendre dans une banque locale ou à l'extérieur. Dans ce cas précis, nous étions en train de réfléchir sur une solution pour trouver un emprunt auprès des banques locales
pour pouvoir accélérer le financement de ce projet déterminé. Mais cet emprunt ne devait pas être porté par le gouvernement, parce que nous avons aussi des limites d'endettement. Et nous étions en programme avec le FMI, il n'était pas question que nous prenions cette dette sur nous. Et le montage que nous étions en train de faire, c'était, puisque le prestataire avait déjà la promesse d'une banque, mais c'était insuffisant. Il fallait trouver d'autres banques, et dans son consortium, il avait une entreprise qui avait la promesse d'engagement d'une autre banque, de financer jusqu'à 200 et quelques millions, plus spécifiquement EcoBank. Et nous avons travaillé sur ce dossier avec les banques, nous avons fait plusieurs réunions, pour confirmer la capacité de ces banques, au total je crois qu'il y avait 3 banques, à réunir cette somme et à payer le prestataire, non pas le Trésor, progressivement, avec la garantie que le Trésor allait chaque fois payer régulièrement le prestataire pour être remboursé. Et nous avons obtenu l'accord de cette banque, de ces banques. Je me souviens qu'il y avait EcoBank qui était prêt à aller à plus de 200 millions, il y avait Solidaire Banque, je crois, qui était à près de 50 millions, si je ne me trompe pas, et je crois Sofibank. Mais ces banques ont dit, nous allons le faire, ça va prendre un peu de temps, mais vous devez nous confirmer qu'effectivement, vous allez payer ce prestataire à travers nous, c'est-à-dire qu'en logeant l'argent dans leur compte. On a dit OK. Et c'est ça le travail qu'on a fait, et quand vous voyez les lettres en question, moi j'adresse une lettre à EcoBank, qui était le chef de file de ces 3 banques, pour confirmer que nous allions payer les 300 et quelques progressivement en fonction de l'évolution du contrat. C'était la condition pour qu'eux s'engagent à avancer les fonds au consortium pour qu'on continue le contrat. Et nous, et la banque s'engageait à rembourser ça, à laisser donner un crédit sur 7 ans, ce qui allait réduire la charge pour le Trésor en termes de remboursement mensuel. Ça s'appelle de l'ingénierie financière pour trouver une solution à un problème. Parce qu'il était clair que le prestataire n'avait pas les moyens de continuer le préfinancement. Et quand je dis continuer, c'est parce que le préfinancement, à travers l'importation des stations, je crois qu'il y en avait à peu près 150, et on lui avait payé un premier acompte, il devait faire venir 150 autres qui attendaient, si je me rappelle bien, ça faisait 300. Il n'avait pas les moyens de continuer. Et c'est suite à cela que mon collègue est venu me voir pour me dire, bon, puisque le préfinancement a continué, moi, je vais continuer à faire le suivi et on va aller comme ça par étapes. C'est ce qu'il a fait. Il m'a écrit, j'ai payé une première tranche, puis il m'a écrit une deuxième fois, j'ai payé, puis il m'a écrit une troisième fois, j'ai payé. Mais c'est au moment du troisième paiement que j'ai dit, attention, il faut qu'on s'assure. Où est-ce qu'on en est? Puisqu'on était à mi-parcours, on était à peu près à 6 mois depuis qu'on avait démarré. Et c'est là que je pose la question, et on me dit, non, on était, je crois, à 89 stations. La question, vous l'avez posée à qui? Non, mon cabinet a demandé aux prestataires, où est-ce que vous en êtes? Ils ont dit 89, ils ont par écrit, ils ont écrit qu'ils avaient livré 89 stations. Et j'ai rétorqué ça à mon collègue pour dire, mais voilà, là, vous me demandez de payer, mais regardez ce que le prestataire dit. Il dit qu'il est à 89 stations, il devait être déjà à peu près à 200 stations. Bon, et c'est comme ça que lui me dira, non, oui, mais on a pris du retard, on va trouver il y a un problème de déploiement, c'est beaucoup de logistique, effectivement, c'est une grosse logistique. Si vous arrêtez, ça va retarder les choses et on ne pourra pas tenir, parce qu'on avait l'impératif électoral aussi. En plus de Covid, Covid a été succédé, si je peux dire, par l'impératif électoral, et on tenait à accélérer tout cela. Et donc, c'est pas que j'ai dit, écoutez, je paye la dernière tranche que j'avais déjà promise, mais je m'arrête là. J'attends que vous rattrapiez votre retard. Ça, c'était en août 2023. Et depuis cette date-là, je me suis arrêté là, et je n'ai plus jamais payé un seul centime, malgré les demandes qui ont continué d'arriver. Qui ont continué d'arriver jusqu'en 2024. J'ai dit non, je suis désolé, je ne peux pas. Vous rattrapez votre retard et puis on continue. Est-ce que vous saviez que c'était un contrat de préfinancement? Oui, oui, la logique était là-dessus. Dans ce préfinancement, qu'est-ce que vous entendez d'abord par contrat? Oui, le préfinancement, nous en faisons beaucoup. Tout à fait. C'est-à-dire que comme nous avons des contraintes permanentes de trésorerie, lorsque nous avons un ouvrage à faire et que le prestataire a une capacité de trésorerie et qu'il dit, moi je vais préfinancer, généralement, les ministères sectoriels et le ministère des Finances préfèrent ce prestataire-là
parce qu'il allège le trésor. Mais il n'empêche que la règle, c'est qu'on donne un acompte de démarrage et puis après on justifie au fur et à mesure. Et donc, lorsque mon collègue me dit, mais ces gens ont déjà commencé le préfinancement, et effectivement, il y a eu un préfinancement parce que même les gens avaient vérifié cela, ils avaient fait venir, comme je disais, plus d'une centaine ou 200 stations importées. Il avait déjà commencé à les déployer dans la ville, et donc le préfinancement avait déjà démarré. Et il était clair aussi qu'il n'avait pas les moyens de continuer le déploiement à travers le pays. Et lorsque le collègue me dit, voilà, sur la base de ce préfinancement, est-ce qu'on peut continuer? Moi, il m'a écrit, j'ai payé une première somme de une vingtaine de millions, et puis ensuite encore, et puis 10 millions, et puis 13 millions. Donc, on était dans cette logique. Mais ce qui faisait foi pour moi, c'était la demande du collègue qui me faisait parler. Et dès lors que j'ai vu qu'on avançait un peu, j'ai dit non, il faut quand même qu'on regarde pourquoi où est-ce qu'on en est. C'est là que vous avez dit que le préfinancement signifie, comme il y avait 5 phases, il doit d'abord livrer les 200 stations, et lorsqu'on aura fini d'introduire les factures, on vérifie la qualité et la quantité. C'est à ce moment-là que le gouvernement disponibilise de l'argent. Chaque contrat, il y a un texte, et puis il y a l'application du texte. Les détails du contrat, la gestion du contrat, c'est mon collègue du développement rural qui en était responsable. Moi, mon souci, c'était de trouver des solutions financières. Et comme je vous le dis, dans le cadre de la pratique de ce qu'on appelle le préfinancement chez nous ici, je parle bien de la pratique, lorsque quelqu'un démarre le préfinancement, généralement nous l'accompagnons. Nous voyons est-ce que ça va, est-ce qu'il évolue bien, est-ce qu'il fait bien, est-ce qu'il y a, adéquation entre les travaux effectués et les paiements en cours. Nous le faisons de manière empirique. Et là, moi, je reposais sur les demandes du collègue. Il me dit, on paye. Il me dit, l'autre a déjà investi, il est en train de déployer. Je paye. Puis il me demande encore de payer. Je paye. Il y avait des factures de soubassement? Non, c'est sa lettre qui fait froid. Parce que c'est lui qui suit. À part la lettre, est-ce qu'il y avait des soubassements des factures? Je ne saurais pas vous répondre, mais je sais que c'est sa lettre qui faisait froid. Vous, comme appréciez ces écrits pour payer, vous n'étiez pas tenu de payer. C'est impossible. Je Je ne peux pas payer sans monsieur de ça, c'est impossible. Oui. Maintenant, je peux refuser de payer. Pourquoi vous n'arrivez pas à lui réserver? Il était au courant des prix. Parce que vous faites des paiements, ils sont au courant toujours. Quand les gens ont des paiements chez nous, ils suivent les paiements. La pratique est que chaque fois que nous envoyons un ordre de paiement à la banque, nous n'écrivons pas au bénéficiaire pour dire on a envoyé. Tout au plus, on peut dire au téléphone, si on nous appelle, pour dire oui, le paiement est fait, il est parti. Ça, c'est la pratique. Mais ça n'est pas un problème, puisque dans chaque demande de paiement, il fait référence implicitement au paiement précédent. Puisqu'il ne demande pas des montants au hasard, il demande en tenant compte de ce qui a été payé. Ça veut dire qu'il suit très bien. Et pour ce qui est du dernier paiement fait en août, cette fois-là, j'ai dit, je viens d'ordonner le paiement de tel montant, je crois que c'était 13 millions, mais je n'en ferai plus jusqu'à ce que vous rattrapiez votre retard. Donc, c'était très transparent, il n'y a même pas matière à... il n'y a pas de flou. Au-delà de cette demande du ministère sectoriel, vous n'avez pas en tant que ministre des Finances d'autres instruments qui pouvaient vous amener à porter des appréciations. Un projet qui était connu, c'était un projet phare, comme je vous l'ai dit, il a été passé au Conseil des ministres, on a eu la validation de la hiérarchie à plusieurs reprises, je dis. Même déjà à l'époque de l'ancien gouvernement, c'est mentionné dans une lettre de mon collègue, mon prédécesseur, José Sélé, et à mon niveau également à mon tour. Donc c'était un projet connu. Maintenant, on a expliqué aussi le caractère urgent du projet pour deux raisons. Covid d'abord et ensuite élection. Et qu'est-ce qu'on fait pour se couvrir? Moi, lorsque j'ai fait le premier paiement, en même temps que je faisais le paiement, j'ai écrit à mon collègue de budget en lui demandant de bien vouloir procéder à la liquidation par procédure exceptionnelle du montant de 23 millions de dollars en faveur du consortium Stellaire Contract. Parce que c'est le ministère du budget qui est qualifié pour faire toutes ces diligences-là et assurer que le paiement soit en bonne et due forme, régularisé, avec toutes les exigences légales et procédurières. Et donc, ce document est parti depuis le premier paiement, mais malheureusement, je n'ai jamais eu de retour.
Entre-temps, le temps passe, nous avons un impératif, nous avons une échéance. Le déploiement de ces stations est une grosse opération logistique qu'on peut même comparer un peu au travail qu'on faisait avec la CENI. La CENI également, c'était des grosses opérations logistiques, c'était des gros montants qui étaient engloutis, chaque fois comme ça, et Dieu merci, on a pu tenir les délais, mais c'était à peu près dans la même nature et dans le même contexte de préélectoral. Dans leur patrouille financière, les inspecteurs des finances vous reprochaient, et ces questions avaient été répercutées au niveau de l'instruction préparatoire au parquet général de la cassation. Donc les inspecteurs de finances vous reprochaient notamment le fait d'avoir opéré tous ces paiements en violation notamment de la circulaire contenant les instructions relatives aux dépenses publiques et aussi d'avoir violé un arrêté interministériel lucide. S'il veut parler de la procédure d'urgence, d'abord, pour ce qui est de ce projet, le ministère du Développement rural avait les disponibilités budgétaires. D'ailleurs, il est très en deçà du budget qui va être alloué pendant ces années-là. Il avait une disponibilité budgétaire, le contrat était légal et régulier, il avait franchi toutes les étapes de validation, y compris la validation politique, comme je l'ai dit en Conseil des ministres, et il y avait le caractère urgent. Le caractère urgent, c'est ça qui explique la procédure d'urgence. Et les paiements ont été faits en fonction de la disponibilité de la trésorerie. Et quand la trésorerie est disponible, si vous ne l'affectez pas au bon usage, au bon moment, la trésorerie ne vous attend pas. Elle va dans autre chose. Et nous avions également un impératif, au-delà même du bénéfice politique et social de ces investissements, nous avions un autre impératif, c'est que nous devions maintenir un niveau de dépenses d'investissement adéquat. Et donc tout ça a fait que la procédure d'urgence s'imposait. Je vous ai repris ici, dans les annexes, un relevé que nous avons fait sur tous les paiements en procédure d'urgence. On a pris un échantillon qui représente 55% des dépenses en procédure d'urgence faites au cours de l'année 2023. Ces dépenses en procédure d'urgence, on a pris comme critère de tri toutes les dépenses supérieures ou égales à 5 milliards de francs congolais. Ça nous donne 55% des dépenses. Vous verrez, la CENI vient en tête, elle a consommé 21% des dépenses. Attendez, là vous allez trop dans les détails. Vous devez, en dernier lieu, autoriser les paiements. Vous devez écrire à la banque, parce que tous les paiements effectués l'avaient été sur base de vos réquisitions en quelque sorte adressées à la Banque centrale du Congo. C'est que préalablement, il y a vos services qui étudient les dossiers avec tous les éléments, parce qu'une question des responsabilités en tant que ministre gérant l'argent de l'État congolais. Alors la Cour veut savoir si dans le rapport soumis par vos services, vous aviez suffisamment pris connaissance du contrat. Je n'ai pas le détail de la note des services qui m'avait été faite, mais je me souviens, moi, de l'observation que j'avais faite sur les prix en comparant, comme je vous ai dit, à ces autres projets. Ils m'ont fait cette observation en disant, bon, 400 millions en moyenne par station, avec des réserves d'ailleurs, ce n'était pas de manière tranchée, ça je me rappelle. Sur le caractère, l'aspect préfinancement, oui, cet aspect a été expliqué par le gestionnaire du contrat en disant oui, le préfinancement a déjà effectivement commencé. Et aussi par la pratique, parce que c'est moi je suis ministre, j'étais ministre, donc j'ai fait beaucoup de préfinancement. C'est toujours de manière pragmatique. Quand le prestataire démarre, il investit ses ressources, ça veut dire que la chose avance, oui, on paye. Oui, on paye. Alors parfois il y a des décalages entre ce qu'on a payé et ce qui est fait. Donc on était dans la pratique. Alors, à chaque paiement, des factures étaient introduites. Non. Ou si dans des demandes, les titulaires assurera les préfinancements du présent marché et les paiements des travaux se feront. Est-ce que les factures avaient-elles été introduites? Non, justement, c'est ça la spécificité
du paiement en procédure d'urgence, c'est qu'il bypasse un peu parfois certaines exigences. Mais dès lors qu'il s'agit d'un contrat connu, dont l'urgence est connue, dont les montants sont connus, dont l'information sur le début du contrat est effectivement confirmée, la lettre du collègue fait foi pour moi. Parce que c'est lui qui gère le contrat. Si j'étais en plus co-signataire du contrat, certainement j'allais peut-être être encore plus regardant, mais je n'étais pas dans ce cas. Donc vous voulez dire que cette exigence-là n'était plus de mise face peut-être aux urgences. C'est-à-dire... Alors que c'était une exigence majeure. Non, non, je n'ai pas dit ça. Ça, c'est au ministre du Développement oral de répondre. Moi, je dis simplement que sa lettre, pour moi, c'était mon confort. Et c'est comme ça qu'on a payé. Maintenant, puisque je reste quand même responsable, c'est comme ça qu'à un moment donné, je dis, voyons d'abord, faisons un peu le point. On a beaucoup payé, faisons un peu le point. Et c'est là que je prends la décision de dire, j'arrête là, je stoppe là. Mais il s'est avéré dans la suite que d'autres paiements avaient été orientés vers d'autres institutions bancaires et aussi qu'il y avait des paiements orientés vers d'autres parties tierces. On n'a payé que dans des comptes désignés par le consortium avec, à la demande du ministère gestionnaire et pour l'objet du contrat. Lorsque vous mettez en œuvre un contrat, on peut désigner au moment où on fait le contrat le compte de paiement, mais dans la pratique, il peut arriver que cette banque ait des problèmes, que le compte ait des problèmes, vous n'allez pas attendre de finir un avenant pour continuer le contrat. Et ça, c'est un principe. Ensuite, dans le cas d'espèce, comme je l'ai expliqué au début... Donc, attendez. Donc, selon vous, ce compte-là était indiqué quelque part. Absolument. Absolument. C'était contractant, oui. Le ministre sectoriel, il y a une lettre du prestataire lui-même qui est venu préciser un numéro de compte. Je crois qu'il parle même du même compte, si je ne me trompe pas. Donc ça, ce n'était pas un problème. Et aussi, nous avions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avions discuté avec les banques sur le montage pour lever le financement. Ce montage n'avait jamais abouti. Pourquoi? Parce que le ministre Roubota, quand il a appris qu'on discutait pour lever les 390 millions, il m'a écrit pour dire je refuse. Il avait compris comme si on voulait payer ces gens, ce qui n'était pas le cas. Il a dit je refuse, il faut arrêter. On a dit bon, il n'a pas compris, c'est pas grave. Et ensuite, quand il a compris qu'il n'avait pas bien compris, il m'a écrit tout ça dans le dossier pour dire non, il faut recommencer, c'est une bonne chose, il faut payer. Il faut lever les fonds. La lettre est là. Mais entre-temps, malheureusement, on a eu un problème, jusqu'à présent je regrette, parce que si on avait fait ça à travers ces banques, moi je serais beaucoup plus tranquille, beaucoup de travail de vérification serait fait par les banques elles-mêmes. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Le DG d'Ecobank, qui était le chef de file, a eu des problèmes avec la justice congolaise, il a été mis en Makala, il a quitté, et donc la banque au niveau du siège d'Abidjan s'est découragée, et ça a compromis un peu tout cela. Avez-vous du préfinancement? Un contrat qui indique clairement que les travaux seront préfinancés. Bien entendu, il a été soutenu par le premier Kassel dans la suite qui avait des difficultés. Alors que c'était un contrat de préfinancement. Ça, c'est la première question sur ce point. Quel entendement avez-vous? Comment les choses devaient concrètement se passer? Le préfinancement, comme je l'ai dit, c'est l'intention du prestataire d'alléger le trésor et d'accélérer la mise en œuvre. Lorsque c'est fait, le contrat peut être très détaillé dans le montant du préfinancement, le moment où le paiement va intervenir. Souvent, c'est le cas d'ailleurs. Mais dans la pratique, ce n'est jamais le cas. Je vais vous donner un autre exemple. Pour la voirie de Moujimaï et de Kanaka, on a donné le marché, le ministère des ITP a donné le marché à un prestataire qui avait la possibilité de préfinancer. Il était question qu'on le paye tous les 10 millions, quelque chose comme ça. Au moment où j'ai quitté le ministère, on lui devait plus de 100 millions de dollars. Donc, nous n'avons pas été au rendez-vous dans le sens du contrat. Pourtant, il a fait ses travaux de voirie pour ses œuvres. Donc, c'est un peu de manière empirique que ça se fait. Mais ce qui est important,
c'est que le prestataire allège le trésor en facilitant le financement, parce que la loi, elle prévoit que le trésor donne un acompte. Généralement, je crois que c'est 30%. Avant la conclusion de ce marché des forages, l'entrepreneur, le prestataire, avait eu paiement d'un montant de 27 millions de dollars. La Cour veut savoir si c'était en lien ou en perspective d'un quelconque préfinancement du marché forage. Parce que le paiement a été fait par mon prédécesseur et il m'a effectivement été expliqué que le paiement de cette créance qu'il avait été rendu possible parce que le prestataire avait expliqué aux autorités à l'époque que c'est ça qui allait l'aider à préfinancer. Et c'était, je crois, 27 millions. Et il a eu cet argent avant que moi je n'entre en fonction. Mais il est clair que les 27 millions, comparés à la facture de combien, de 100 et quelques, de 80 millions pour la première année, vous voyez vous-même que c'est très différent et les faits ont montré que le prestataire n'était pas en mesure de préfinancer le déploiement des 200 stations sans l'appui des banques ou de l'État. Et c'est un peu ce qui a été fait. C'est comme ça qu'on a accepté de préfinancer par tranche au fur et à mesure que la mise en œuvre se faisait. Et à un moment donné, on a été un peu en avance par rapport à la mise en œuvre. Et c'est là que quand moi j'ai constaté qu'il y avait danger, j'ai dit stop. Alors, avant que la Cour ne poursuive, avoir votre réaction sur quelques points. Le premier point, c'est que selon l'enseignant Nicolas Kazadi, tous les paiements étaient effectués à votre demande. La Cour va avoir votre réaction là-dessus. Et dans la suite, avant de poursuivre d'autres questions au enseignant Nicolas Kazadi, la Cour avait pu noter de l'entente de l'instruction que vous avez des préoccupations que vous n'entendiez soulever qu'en présence du l'enseignant Nicolas Kazadi. Je crois que le ministère public et la haute cour que vous êtes, vous avez constaté qu'il n'y a pas tellement de contradictions entre ce que j'ai défendu depuis l'instruction préjudicielle jusqu'à cette instruction et jusqu'au niveau où le renseignement ministre des Finances est en présence de la haute cour. Il n'y a vraiment pas de contradiction sauf quelques petits détails. Les quelques petits détails, c'est en rapport aux différentes négociations qu'il entamait pour obtenir un paiement de 375 millions. C'est là qu'il y a contradiction. Parce que moi, j'ai refusé, je l'avais dit que c'était une prudence de payer la totalité du montant du contrat pendant que nous ne sommes qu'à la première année. Nous n'avions pas d'assurance parce qu'il pouvait arriver que nous ayons un cas de force majeure qui empêche à ce que le contrat ne soit exécuté. Et d'ailleurs, à cette époque-là, nous n'étions pas dans la guerre d'IM23. J'ai donc été prévoyant en disant qu'on ne paye pas. Sinon, cette guerre, vous voyez qu'elle est même en train d'empêcher la réalisation de certaines addictions d'eau potable dans certaines provinces de notre pays. C'est donc une prudence. Une autre contradiction, c'est là où on dit que j'ai compris. Non, je n'ai pas compris. Je l'ai dit. Nous étions en début du Conseil des ministres. C'est à ce moment-là qu'il m'a parlé. Non, j'ai mal fait. Ne devrais-je pas écrire de la sorte? Ensuite, que la haute hiérarchie n'avait pas apprécié ma réaction. Alors, à ce moment-là, j'avais dit politiquement, qu'est-ce que dois-je faire? J'ai dit accepter. Et aussi, heureusement, que ces démarches n'ont pas abouti. J'ai encore dit ceci, et même le ministre des Finances l'a dit, que toutes mes demandes que j'ai faites, je les fais en tant que ministre sectoriel. Notre rôle, c'est d'engager. Si on n'engage pas, les crédits tombent en annulation et que par la suite, nous subissons les conséquences. Parce que lorsqu'on va examiner le budget, ou on prépare le budget, on va se référer sur ce que nous avons consommé. Alors on va nous dire, vous êtes incapable de consommer les crédits qui vous sont alloués, on ne vous donne que ce dont vous êtes en mesure de consommer. Voilà la prudence du ministère sectoriel. J'avais aussi dit que mes demandes n'ont pas un caractère
contraignant ni obligatoire. Si c'était le cas, je crois que le ministre paierait même l'autre demande que je lui avais faite. Tout au long de l'instruction, vous venez de l'entendre, le prévenu Loubault a dit que toutes ces demandes-là n'avaient pas un caractère contraignant. Et vous revenez d'apprécier. Et en sus de votre réaction sur ce point, la Cour veut savoir que le prévenu Loubault y arrivera par rapport à ce qu'il avait déclaré au cours de l'exécution des engagements financiers qui passaient par votre ministère. Est-ce que la hiérarchie, la haute, était pleinement informée? Ici, la Cour veut parler notamment du Premier ministre, parce que dans les griefs élevés par l'IGF, tous ces paiements étaient effectués sans approbation du Premier ministre, chef du gouvernement. Mon collègue a dit là, c'est que lorsqu'il dit que je l'ai repris en disant la haute hiérarchie n'est pas contente. Non, c'est archi faux. D'abord, la haute hiérarchie n'a rien à voir avec l'ingénierie financière qu'on est en train de faire pour régler un problème. Vraiment, d'abord, je n'ai jamais dit ça, je ne me souviens jamais avoir dit ça, et ça n'a rien à voir ici. Ça, c'est tout un travail qu'on fait avec les banques pour trouver une solution de financement. Alors, je ne comprends pas très bien de quoi il veut parler, mais ça n'a pas d'importance. Pour ce que vous dites là, l'autorisation du Premier ministre, elle se fait soit formellement, c'est-à-dire que je crois que la loi prévoit l'autorisation écrite du Premier ministre, mais elle peut se faire implicitement, c'est-à-dire que la demande est faite, le délai passe, et après 10 jours, je crois, c'est supposé valider. Je ne sais pas très bien dans quel cas de figure on est. Encore que je crois que cette loi-là est nouvelle, celle qui demande l'approbation formelle du Premier ministre est nouvelle. Mais je sais que ce projet a été présenté pas moins de 2 fois en Conseil des ministres. Et qui prépare l'ordre du jour du Conseil des ministres? C'est le chef du gouvernement. C'est lui qui l'a dit. Ensuite, l'un des deux ou trois paiements qui ont été faits l'ont été faits à un moment donné où on venait de recevoir un appui budgétaire de la Banque mondiale. Et je me souviens très bien, chaque fois qu'on recevait un appui budgétaire, j'allais voir le Premier ministre en lui disant voilà les affectations que je propose pour cette petite manne qui vient d'arriver. Et c'était toujours ça, les grands enjeux d'élection, investissement, etc. Et ça fait partie des éléments que j'ai déjà présentés au Premier ministre dans le même cadre. Donc il n'y a pas de problème. Qu'en est-il du caractère non contraignant? Nous avons dans ce pays des demandes de paiement qui sont toujours 2 ou 3 fois supérieures à la capacité du Trésor à faire face. Si c'est de ça qu'il veut parler, oui. Et comme les demandes de paiement, toutes demandes confondues, sont toujours supérieures à la capacité du Trésor, il y a toujours un effet entonnoir. Et l'effet entonnoir, c'est quoi? À un moment donné, le ministre des Finances, avec son projet du budget, sont ceux qui regardent les priorités. Et ces priorités elles-mêmes changent chaque semaine. Chaque jour, elles changent. Et pour ça, nous nous concertons avec notre hiérarchie pour le changement des priorités, surtout quand c'est des montants importants et significatifs. Alors, si c'est de ça qu'il veut parler, je veux bien. Mais nous avons déjà plusieurs fois expliqué que ce contrat non seulement été clairement validé à plusieurs reprises par la hiérarchie, mais en plus il avait un caractère prioritaire pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Tenu d'engager des dépenses pour ne pas être taxé des ministres fédéraux. Mais vous n'étiez pas tenu de payer parce que lui il a engagé, oui, il vous a écrit de payer. En fait, là on est en train de parler de la procédure de paiement. Le ministre des Finances qui intervient en aval ne fait que ce qu'on lui demande de faire. Oui, sa responsabilité n'intervient que dans l'appréciation de ceux qui passent avant et ceux qui ne passent pas avant, en fonction de la trésorerie et des impératifs sociaux. La Cour vous a compris, suivez le recevoir le verdict du titulaire du marché, vérifier, approuver avant de tout le transmettre. C'est seulement au vu de ces factures que vous devriez payer. Comment se fait-il que vous êtes mis à payer au vu de simples lettres du ministre de l'Economie? Dans ce contexte-là de procédure d'urgence
d'urgence politique et sanitaire déclarée. Et donc, ce travail était supposé être fait par le collègue. Moi, pour vous montrer que j'étais dans cette logique, dès le premier paiement, j'ai écrit au collègue du budget, c'est-à-dire que là, pour lui demander de faire son travail également. Sinon, en toute logique, le ministre sectoriel aurait dû non pas m'écrire à moi, mais écrire au ministère du budget. Mais il sait, et nous savons tous, que ce genre de processus, ça peut vous prendre 3 mois avant que le paiement revienne au niveau du ministère des Finances. Nous aurions perdu le bénéfice de ce que nous étions en train de faire. Vous avez tout à l'heure donné lecture de vos correspondances adressées au ministre du budget où vous autorisez à titre exceptionnel la liquidation d'un montant de 23 900 et quelques dollars. Si la Cour vous a bien suivi, vous pouvez autoriser la liquidation sur demande du ministre sectoriel. Alors comment expliquer que dans cette correspondance, vous ne faites aucune allusion à la demande du ministre sectoriel, alors que dans toutes les autres correspondances, les 3 autres que vous avez rédigées, les références de la demande du ministre sectoriel est reprise. Et ce type de lettre est toujours accompagné du soubassement. À mon niveau, le soubassement, c'est la lettre du collègue. Et puisque le marché public est géré au ministère du budget, ils ont toute la matière pour reconstituer le dossier et veiller à ce qu'il revienne en règle. Et donc, normalement, le ministère du budget avait 2 possibilités. Soit il fait un document de régularisation de la procédure, soit il m'écrit pour dire il y a telle difficulté, on ne peut pas, il faut même arrêter. Il n'a fait ni l'un ni l'autre. Maintenant, la pratique est que quand les dossiers entrent au ministère du budget, ça peut traîner pendant des mois. Et entre-temps, le temps court, on a des échéances, il faut des résultats, il faut que les choses se passent sur le terrain. Cette lettre est accompagnée des soubassements à mon niveau, nécessairement. Elle ne peut pas être étalée comme ça. Parce qu'il lui-même ne pourrait rien faire avec une simple lettre comme ça. Alors, la Cour a noté également que vous avez dit, et elle a plutôt constaté qu'elle constate plutôt que la demande qui vous a été faite, pour ce que l'information vous a été donnée du numéro de compte, non pas par la partie contractante, qui se trouve être Stiver Construct Cameroun, mais plutôt par Stiver Construct RDC. Alors, pourquoi prendre en compte une demande qui vient d'une partie de quelqu'un qui n'a pas été partie au contrat pour autoriser le paiement? Non, Pierre, nous avons affaire à un consortium qui était, je crois, basé au Cameroun au moment où il a signé le contrat et qui a des filiales en RDC. Dès lors que c'est le même consortium qui donne les instructions, il n'y a aucun problème. Juridiquement, je ne vois pas le problème, c'est la même responsabilité. Il y aurait un problème si le prestataire qui est ici représenté dit non, on a payé des gens que je ne connais pas. Mais ce n'est pas le cas. C'est qu'on a payé la même personne pour le même objet. Il peut, en cours de contrat, dire bon, j'ai changé de compte, la dénomination a changé, ou bien, mais dès lors que c'est la même entité, le même groupe, le même consortium, ça ne pose pas de problème. Peut être bypassé. Est-ce que le terme doit être utilisé? Alors, la procédure en monde d'urgence consiste pour vous, c'est votre explication, à bypasser quelque peu le contrat. Non, je pense qu'on peut bypasser la procédure normale. La procédure normale, ok. Est-ce que ce monde d'urgence, au niveau du gouvernement, c'est le total des dépenses en procédure d'urgence doit rester dans certaines limites, ne doit pas dépasser certaines limites. C'est ça le critère d'une bonne gestion. Le critère le plus important, c'est celui-là. Et nous avons veillé à ce qu'il en soit ainsi. En 2023, en 2021, d'abord, vous allez donner ces détails-là. Le texte qui autorise la procédure. Oui, c'est quel texte? Je l'ai là, il y a un arrêté, il est dans l'annexe ici.
Voilà. Oui, allez-y. C'est un arrêté de date de... Interministériel. C'est l'arrêté interministériel numéro 173. du 29 décembre 2008. Non, 291. Ça, c'est un. Deuxièmement, Donnez les références. On en parle. l'arrêté numéro 291 portant organisation et fonctionnement du comité chargé de l'exécution des dépenses en urgence. Donc il y a un arrêté qui le fait voir. Il a été modifié par la suite Le vote a l'arrêté été fait. interministériel. Nous avons un autre numéro ici, 173, de 2008. Le 2008, c'est le même. Au fait générateur ci-dessus évoqué, catastrophe naturelle, agression extérieure, conflit armé, épidémie, déplacement, voyage officiel, évacuation sanitaire, etc. Et cette procédure peut être également appliquée aux dépenses de souveraineté dans les limites de l'enveloppe prévue, tout ça. Donc voilà l'arrêté. Alors, je peux vous expliquer si vous me donnez 2 minutes. Attendez. Mais maintenant, nous devons savoir. L'arrêté interministériel 173 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement d'un comité chargé de l'exécution des dépenses en mode d'urgence, tel que modifié pour tout à ce jour, il est dit il n'est pas prévu que les dépenses relatives au marché public soient exécutées par la procédure des dépenses en urgence. 291. Il a modifié, c'est Il ça. a modifié celui-là. Donc c'est sur plus d'application. Première observation. Deuxième observation, il y a le texte, il y a la pratique. Nous avons connu ici, ça fait partie des éléments de réforme sur lesquels nous travaillons d'arrache-pied depuis des années. Je vous ai expliqué, j'avais pris ici le soin de vérifier tout ce qu'on a fait comme dépenses en procédure d'urgence pour l'année passée, l'année 2023. Je vous ai dit que la CENI venait en tête. Si on a fait une analyse stricte de l'arrêté, la CENI ne fait même pas partie des critères. La TVA remboursable, c'est le remboursement de la TVA. Si on fait une analyse stricte, ça ne fait pas partie des critères. Mais il y a eu des situations où si on ne remboursait pas la TVA, on était bloqué. Parce qu'on était notamment dans des discussions avec des entreprises sur des avances fiscales et la condition c'était qu'on leur rembourse une partie de la TVA. Donc la réalité est beaucoup plus complexe. La réalité demande un temps plus long pour expliquer, sinon on va dans des raccourcis qui font qu'on est cloué au pilori, qu'on est jeté en pâture, alors qu'on est dans des raccourcis et souvent dans l'ignorance. La francophonie. Francophonie, c'était essentiellement des marchés publics. Nous avons payé en procédure d'urgence. En 2023, ici j'ai 180 milliards. En réalité, c'est plus que ça, ce n'est qu'un échantillon. Et la francophonie, d'ailleurs, c'est très instructif, parce que pour ce projet, non seulement c'était des marchés publics, mais en plus, il y avait même des avenants que nous avons payés par simple facture additionnelle, parfois même avant que la facture nous parvienne, vu l'urgence, parce qu'on nous dit qu'il faut débloquer une avance d'autant à tel prestataire, sinon on ne sera pas terminé à temps. Nous l'avons fait. Et j'étais à Paris récemment, j'ai rencontré quelqu'un que je ne connaissais pas, qui est venu me remercier en me disant, vous savez, vous nous avez sauvé pour la francophonie, on avait des factures, on nous a demandé de faire trop de choses, mais il y a une partie qui n'est toujours pas payée. D'ailleurs, on nous a renvoyé au budget. Et jusqu'aujourd'hui, la formalité de régularisation n'est pas encore terminée. C'est pour dire que la réalité est très complexe et ça montre que ce qui est important, c'est de dire les choses telles qu'elles sont, de manière transparente, de manière claire, et à vous d'apprécier où est-ce qu'il y a intention de détourner ou détournement effectif, bien, mais les choses sont ce qu'elles sont. Au renseignement Kazaki, la Cour voudrait savoir s'il y a eu des détournements. Je peux vous dire, avec tout mon respect, c'est que dès lors que j'ai été inquiet de voir que les paiements effectués ne correspondaient, disons, les travaux effectués selon ce qu'on m'a rapporté ne correspondaient pas à ce que j'avais payé, j'ai dit que le réflexe normal de toute personne honnête, c'est de dire stop. Et j'ai dit ce stop-là. Et je suis resté ferme sur ce stop, en dépit des demandes qui n'ont pas cessé d'arriver
jusqu'en 2024. Donc, je ne peux m'arrêter que là. Au lieu que nous devons dire les choses de manière claire pour qu'il n'y ait pas de suspicion, pour que nous ne pensions pas qu'il y a des détournements. C'est pourquoi la Cour vous repose la question. C'est une accusation lourde d'accuser les gens de détournement. Et donc, je ne peux pas me permettre de la faire à la légère, comme on l'a fait contre moi à un certain moment, par des services de l'État qui ont utilisé des rumeurs et des calomnies avec une légèreté incroyable. Et donc, moi, je me réserve de le faire. Vous êtes compétent pour le faire. Moi, je viens vous apporter mon témoignage pour enseigner, comme vous l'avez demandé. Chez nous, ici, vous êtes enseignant, M. Nicolas Azadi. Voilà. Qui avait été payé aux concessions. D'abord, vous pouvez reprendre très brièvement à quoi elle devait servir. Le patron du consortium détenait une créance sur le trésor de 27 millions qui était certifiée et il a demandé d'obtenir un paiement, mais comme c'était une catégorie de paiement de dette qu'on ne paye pas de manière facile, parce que c'était une condamnation judiciaire, il a fait valoir que, et là je donne le témoignage de ce que j'ai appris après, je n'étais pas partie prenante, il a fait valoir que cet argent allait l'aider à démarrer ce projet de forage. Et donc ça a plu à nos autorités et c'est comme ça qu'il a obtenu ce paiement. Moi quand je suis arrivé, le paiement a été déjà fait, ordonné. Et donc, et il a effectivement démarré. Il a commandé, je crois, 300 stations, dont 150 étaient déjà sur place, qu'on a vérifié, qu'on a vu. Et il y avait 150 qui devaient arriver. Et c'est comme ça que, si on avait trouvé le financement par les banques, les autres stations allaient venir, ils allaient continuer. Comme ça n'a pas marché, on a payé à concurrence un premier paiement de 23 millions, qui lui a permis de faire venir les stations qui manquaient et de commencer le travail. Kazadi, bien qu'il vous mettez en cause des services de l'État, vous pouvez d'abord savoir de quel service il s'agit. J'ai entendu le représentant ici après vous, à travers notamment les images que vous avez bien voulu immortaliser. Et donc j'ai entendu beaucoup de choses qui m'ont effrayé. D'abord qu'on aurait payé à des gens qui ne sont pas partis au contrat, qu'on aurait payé au fils du prestataire, et que donc une légèreté incroyable. Incroyable. La même IGF avait déjà eu l'occasion de dire devant moi que, en sous-entendant que c'était tous des complices, et que voilà, ces stations ont été achetées à Singapour à $10 000 et qu'il avait les preuves et les factures, alors que c'est de l'autorité publique que ces stations ont été achetées chez un opérateur belge que nous avons eu l'occasion de rencontrer, parce qu'il nous a été apporté par le prestataire. Nous l'avons vu. Donc c'est toutes ces grossièretés, tous ces mensonges qu'on ne peut pas digérer. Et il y en a eu beaucoup. Il y en a d'autres que j'ai oubliés, là, mais il y a eu tellement de bonnes vérités. Oui. Alors, la Cour veut savoir aussi, effectuer les paiements de 23 millions, il fut un temps où vous devez payer, je crois, 7 millions, mais que vous étiez convaincu que vous ne pouvez pas continuer le paiement au contrat par plus de précision là-dessus. Quels sont les éléments que vous aviez pour pouvoir être convaincu que le paiement ne pouvait plus se poursuivre et être beaucoup plus précis, c'est-à-dire, oui, quel rapport avez-vous pour être déterminant et continuer? Non, je n'ai pas beaucoup de choses à dire contre les ouvrages eux-mêmes. J'ai eu quelques échos des ouvrages faits à Kisangani. Mais alors, qu'est-ce qui vous avait convaincu de... Non, tout simplement parce que le prestataire nous dit par écrit qu'il est à 89 stations. Et les paiements effectués devraient nous rapprocher de 200 stations, 100 et quelques. Le paiement déjà effectué. Déjà, oui. Donc je dis donc qu'il y a un problème. Et en plus, et après ça, je dis stop. Et mon collègue m'envoie une autre correspondance où il laisse entendre plus ou moins qu'on est déjà à 241 stations, des choses comme ça. Alors je dis non, là il y a un problème, c'est ma question, je dis je ne peux pas. Jusque-là, jusqu'au dernier paiement,
Je me disais, s'il y a un petit décalage, en avance ou en retard, c'est possible, ce n'est pas grave. On arrangeait beaucoup de choses, ce n'est pas grave. Mais je ne peux pas continuer, je ne peux pas encourager ça. Parce que la logique était, il a reçu un 3 millions, il construit, il reçoit encore un autre, je crois 20 millions, il continue de se déployer, puis 10 millions, il continue. Et nous-mêmes, nous étions très préoccupés parce que, je vous dis, on allait vers les élections, on allait vers la campagne, on voulait que tous les territoires soient inondés de ces stations. C'est comme ça que, mais quand on voit que ce n'est pas le cas, on dit non, on stoppe, c'est tout. À la suite d'une demande, non pas émanant de l'entrepreneur directement, mais de son fils nommé Eliel Kassenga. Archifaux. On doit détenir toutes les preuves de paiement, tout l'historique des comptes. C'est très facile à retracer. Et nous-mêmes, nous avons donné tout ce que nous avions, nous avons montré où les paiements ont été faits. Donc, ça n'a aucune réalité. Et ça fait partie des problèmes. Mais pourtant, on fait état d'une lettre que vous aviez adressée à la banque. Et il m'a parlé tantôt que vous ne pouvez plus continuer. Oui, parce que suivant les éléments du dossier, une lettre, vous avez adressé une lettre à la Banque centrale en date du 23 août 2023 et que c'était en réponse à la demande d'un certain Eliel Kassenga Moumenga. La date d'Eliel Kassenga datée du 31 octobre 2022. On de regarder quelle entité a écrit la lettre et à quel compte on a payé. Celui qui a signé la lettre, si c'est son fils qui joue un rôle d'entreprise, ça ne pose aucun problème. Mais ce qui est important, c'est quelle entité a demandé. C'était le même consortium. Quel compte on a payé, c'est le compte du consortium. Ça, c'est très clair. Deuxièmement, si le représentant du consortium ici présent dit qu'il n'a pas reçu ou bien qu'on n'a pas payé, je peux comprendre, ce n'est pas le cas. On a payé que dans des comptes désignés par le consortium, soit par le ministre lui-même, soit par le consortium, soit par les deux, l'un après l'autre sur le même paiement. Et tout ça est documenté. Donc, lorsque on s'accroche au nom du fils du prestataire pour venir dire que le ministre a payé de son propre chef le fils, et donc c'est un détournement, je ne trouve pas ça correct, je ne trouve pas ça juste, je ne trouve pas ça honnête. Donc vous estimez en quelque sorte qu'à un titre quelconque au sein de l'entreprise. Vous savez, au moment où vous me parlez, je ne vais pas souvenir, et je sais qu'il travaille avec son père. Donc, si c'était le cas, il n'y a rien de plus normal. Pour moi, ce n'est même pas un sujet. Avec votre autorisation, oui, avec beaucoup de respect, dans un environnement comme celui-ci, à moins qu'on puisse avoir l'esprit d'Animus Nekandi, Monsieur Eliel Kassenga n'est pas dans un environnement comme celui-ci, fils de Monsieur Kassenga. C'est le directeur général, un monsieur diplômé de l'Université Louvain-la-Neuve qui a l'expertise approuvée et éprouvée, qui travaille pour la République démocratique du Congo. S'il faudrait l'appeler travailleur, les actes qu'il a posés, c'est dans le cadre du consortium, ce n'est pas dans le cadre des fils, de papa à son fils. Cet esprit-là d'Animus Nekandi, je pense que ce n'est pas ça qui peut nous avancer dans un grand procès comme celui-ci. C'était ça. Cet esprit émane de qui? Des gens des réseaux sociaux et des gens qui ont provoqué ce procès. C'est conséquemment que la Cour pose cette question. Donc on n'a d'ailleurs jamais vu un rapport d'audit, a dit sur un autre dossier qui finalement n'a pas atterri à la Cour, celui des lampadaires, ils ont dit la même chose, que moi, ministre des Finances, j'ai décidé de mon propre chef de payer l'hôtel de ville, de payer un fournisseur de lampadaires, sans que l'hôtel de ville ne soit au courant, ni partie prenante, ni demanderesse. Ce qui est archi faux. Et lorsqu'on a creusé, qu'on a éclairé les choses, non seulement je n'ai agi qu'à la demande de l'hôtel de ville, mais en plus, ce contrat a failli tourner au vinaigre parce que l'IGF n'a pas respecté les instructions qu'il avait données dans son exécution. Exact. Il y a un comité de régularisation des procédures d'urgence, le ministère des Finances, le ministère du Budget et la Banque centrale, et ils vont dossier par dossier, et puis ils regardent la régularité, et ensuite on fait les signatures. On régularise. Alors, peut-être pour votre information,
Quand je suis arrivé au ministère, la procédure d'urgence représentait 15% sous le ministère, 15% des dépenses. En 2021, j'ai ramené ça à 12%. Puis on est remonté à, en 2022, 13%. Ce n'est qu'en 2023 qu'on est remonté à 18%, parce qu'en 2023, il y a eu une résurgence, il y a eu 2 événements, les élections, je vous ai expliqué, et la guerre qui a repris. Et donc, pour ces 2 dépenses, on n'avait pas d'autre choix. Et donc, on faisait des avances qui les régularisaient après, c'est comme ça qu'on est monté à 18%. L'objectif était de rester de descendre à 10% qui est la norme. On n'a pas atteint cet objectif. Et même dans le cadre de la coopération avec le FMI, c'était un des critères pour qu'on valide le programme. Mais ils ont donné une dérogation en disant, nous comprenons que vous avez fait 18% au lieu de 10%, mais 8%, à eux seuls, 8% représentent des dépenses sécuritaires. Donc, nous accordons cette dérogation. La régularisation se fait au fil de l'eau, c'est-à-dire au fur et à mesure. Il s'est trouvé qu'en 2023, chaque fois qu'on devait régulariser, puisque ça implique les ministères du budget, etc., l'IGF a systématiquement fait obstruction. Systématiquement, je dis bien, pour que les dossiers ne passent pas, que le DTO ne soit pas émis, pour accumuler des dépenses non régularisées et venir après accuser le ministère des Finances d'avoir fait exploser les dépenses en procédure d'urgence. Et vous avez vu, il y a eu des articles dans la presse, tout ça pour y pendre, alors que ceux qui sont qualifiés et autorisés pour évaluer cela, en l'occurrence les FMI, ont donné un avis. Qui avait été pris, je vous ai relativement à vos avoirs. Non, ils ont été dégelés. Dégelé. Pour vous, ça a été dégelé. Dégelé aussi. Dégelé pour moi, mais pour mon fils, non. Vous dites pour vous-même? Oui, j'ai vu mon fils qui m'a écrit de quoi que, à partir de là où il étudie, que son compte, il ne pouvait pas accéder. J'ai même posé la question à la banque. Pourquoi? Alors c'est dégelé? Oui. Dégelé pour vous? Oui, non pour votre fils. Oui. Votre compte est en lien avec, il y a des ordres de paiement? Non, il n'y avait pas. Je ne sais pas quelle instruction on avait donnée. Je ne comprends même pas comment. C'est le même numéro de compte. Le même numéro de compte qui a été géré, bien géré pour vous, pour qu'on puisse lever la mesure. Jusque-là, la mesure n'a jamais été levée. La mesure a été levée, mais il y a... À quel moment ça a été levé? Un mois ou... Il y a un mois. Un mois ou bien un mois et demi. Et pour à peu près la même période. Donc ça sera, c'est une question au niveau de la banque. Autrement, vous allez présenter les documents du procureur général et ça sera. Pour les documents du procureur, moi je n'étais pas en copie. C'est pour ça que j'étais incapable de dire. Comment on a dégéré pour vous? Bon, ils sont adressés à la banque directement. Les 2 préoccupations, je vais les adresser au ministre des Finances honoraire. Au renseignant ministre des Finances honoraire. Voilà. Ma première préoccupation, c'est en rapport avec l'engagement fait par un ministre sectoriel. On a posé la question, il a dit que absolument il doit exécuter, n'est-ce pas, l'engagement du ministre sectoriel. Dans le cas d'espèce, il a exécuté. Oui. Maintenant, ma préoccupation est de savoir pourquoi, pour le dernier engagement, il n'avait pas payé. D'où il est venu maintenant ce pouvoir, maintenant de refuser si à tout moment qu'on lui fait, n'est-ce pas, un engagement qu'il doit payer. Je l'attire de ces dépositions de tout à l'heure et du contenu des déclarations faites devant, c'est en date du 11, c'est en date du 11 juin 2024 au parquet général près de la Cour de cassation. Et je préfère à la Côte
27, 28, 29. Voilà, 29 au verso, pour dire ceci. Est-ce que le contrat ici de forage a été exécuté, a été payé, on a fait des paiements, parce que le ministre sectoriel écrivait, ou parce qu'il y avait déjà des instructions fermes qu'il devait aller de l'avant et que l'on devait payer aux prestataires suffisamment de moyens pour obtenir le déploiement de plus de forages possibles. Pourquoi? Parce que, je vais lire un peu, le renseignant Nicolas, on lui a posé la question de savoir pourquoi il avait pourquoi il avait payé en mode d'urgence alors que le Premier ministre n'était pas au courant et tout. Il a dit ceci: il est possible que les changements du Premier ministre aient retardé cette étape, mais il n'empêche que dans sa demande de paiement, le ministre sectoriel avait copié le chef de l'État et le chef du gouvernement. Je peux également vous confirmer avoir reçu à mon tour de la haute hiérarchie l'approbation de ces contrats et l'instruction d'aller de l'avant. Une instruction. Ça, c'est la première chose, cette instruction, je ne sais pas comment c'est lui. Et enfin, s'agissant toujours de cette question, il y a devant toujours le même OPJ, à la cour au parquet général de la communication. Il a dit ceci: il faut rappeler en toute transparence et toute bonne foi que l'objectif politique était que ces stations soient installées avant la date des élections. Et donc, le prestataire demandait que des paiements suffisants lui soient accordés pour accélérer ce déploiement. Maintenant, ma question que je pose, est-ce qu'il a payé parce qu'il y avait ces instructions ici et parce qu'il y avait des objectifs politiques, ou parce que seulement le ministre sectoriel a écrit une demande de paiement? Pourquoi? Est-ce que la simple lettre, est-ce que je n'ai payé que sur la base de la simple lettre? Et pourquoi j'ai arrêté de payer après le dernier paiement de 23 août? Alors qu'il avait une correspondance. Alors qu'il a continué de demander. Tout à fait. Parce que, quelles que soient les raisons, même si elles viennent de la hiérarchie, etc., nous avons aussi comme un rôle d'apprécier et d'attirer l'attention. Dans ce cas précis, je vous dis bien que dès lors qu'on me dit c'est 89 stations qui sont faites, alors qu'on est déjà à plus de 200. Et puis on me dit non, mais c'est le déploiement qui prend du temps, mais il faut de l'argent pour déployer ce qui est vrai. Je dis d'accord, mais on s'arrête là. On s'arrête là. Je pense que j'ai agi en responsable. J'ai respecté mes responsabilités. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a déjà le go pour aller qu'on doit aller la tête baissée, les yeux fermés. Dans un moment donné, on dit qu'on stop. C'est tout. Parce que si j'avais continué à payer, il y a même une demande pour une demande d'avance pour la tranche de l'année, la deuxième année. Tout ça, je ne pouvais pas payer. Sinon, là, vous seriez en droit de dire mais qu'est-ce qu'il avait derrière la tête quand il continuait à payer comme ça. Donc moi, j'essaie d'être le plus transparent possible. Cette tranche-là est demandée du même prévenu au boss. Oui. C'était alors la cinquième. Je crois, oui. Il demandait de payer le solde de la première tranche plus l'annonce sur la tranche suivante. Je dis, je suis désolé, je ne peux pas le faire. Rattraper d'abord le retard. Donc, c'est tout simplement ça. Vous pouvez continuer alors avec le projet. Non, c'est pratiquement tout. Maintenant, pour le reste, comme j'ai dit, il y a le texte, il y a le contrat, il y a la bonne foi, la confiance mutuelle qu'on se doit tous.
Et pour ce qui est des paiements précédents, je vous ai bien dit que j'ai autorisé la dernière tranche que j'avais déjà promise, tout en sachant qu'il n'y avait pas d'adéquation, mais tenant compte du fait qu'ils étaient, puisqu'ils ceux qui affirmaient, en train de déployer, que ça demandait beaucoup de logistique, en venant comme précaution de dire je m'arrête là. Et je vous préviens que je n'irai pas au-delà tant que vous n'avez pas rattrapé le retard. Donc voilà. Mais la question ici est celle de savoir différencier la demande et la décision. Donc la demande, régulièrement, je n'arrête jamais de le répéter, c'est dans notre rôle en tant que ministre sectoriel. Lorsque j'évoque le caractère contraignant obligatoire, c'est que la décision de payer ne revient pas au ministre sectoriel. La décision de payer émane du ministre des Finances, bien entendu que lui aussi, après qu'il ait vérifié et la correspondance et les annexes. Tout à l'heure, j'ai suivi le co-contractant Mike Kassenga qui avait même dit qu'avant le paiement, il y avait des missions qui avaient été diligentées, non seulement pour visiter les entrepôts, mais aussi aller jusqu'au Congo central. C'est-à-dire, ces missions-là, c'était pour qu'il ait une conviction de ce qu'il est en train de faire, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais. Mon lettre servait de soubassement pour qu'il paye. Donc, indépendamment des injonctions au secret de l'autre avocat ou institué la haute hiérarchie. Mais ça servait de soubassement. Sans cela, il ne pouvait pas le faire. De lui-même. Il pouvait aussi ne pas payer, tout comme restreindre le paiement. Mais ça servait de soubassement. Pour dire que s'il y a eu paiement, c'est parce que vous avez écrit. Vous n'avez pas l'argent, c'est ça ce que je vais expliquer. Alors, lorsqu'il paye, il se fait une conviction de ce qui lui est envoyé par ses services et par lui-même. Lorsqu'il prend cette décision, je peux compléter. Je dis ça dépend. Ce qui est sûr, c'est qu'au moment où on a commencé le paiement, on était confortable, puisque nous savions que les stations étaient là. D'abord 150, puis 300. Dès lors que vous savez que les stations sont là, et qu'on est maintenant dans la phase de les acheminer à l'intérieur du pays, vous dites, bon, la seule chose qui manque maintenant, c'est l'argent. Parce que là, ça consomme beaucoup d'argent. Louer des avions, des voitures, des camions. Donc vous êtes en confort parce que vous avez vu les stations. Elles sont disponibles. Et puis, on a payé deuxième fois, puis troisième fois. Et puis, la quatrième fois, la troisième fois, on l'avait fait en 2 tranches. Et on fait une première tranche. Et puis, quand on demande maintenant de payer la deuxième tranche, c'est là que nous disons, faisons un peu le point quand même. C'est vrai, on a vu les stations, c'est vrai, on a vu ça commencer le déploiement, mais vérifions quand même. Et c'est là que l'on constate qu'il y a un décalage. Mais nous étions toujours assez confortables par le fait que les stations elles-mêmes étaient déjà disponibles sur le terrain. Donc nous nous disions, il n'y aura pas d'inquiétude. Une autre raison qui me rassurait, c'était que si on terminait bien la première année, les banques que nous avions sollicitées, on avait la possibilité de les relancer pour le financement des 3-4 années qui allaient suivre. Et donc je me disais, eux-mêmes qui sont les bénéficiaires de ce contrat, ont tout intérêt à être très rigoureux parce qu'ils savent que si ça réussit la première année, on va terminer tout le reste en difficulté. Ce n'est que quand je vois que l'écart se creuse que je dis non, là, il faut stopper. J'ai stoppé en août 2023 et l'IGF nous a apparu qu'en avril 2024, in tempore suspecto. C'était au moment où je devais faire le nouveau gouvernement. Lorsque moi j'ai dit qu'il y avait 89 stations, c'est ce qu'on m'a dit, j'ai cru de bonne foi. L'IGF est venu à donner d'autres chiffres, inférieurs encore. Et après la lettre de Stever, quelques semaines après, mon collègue m'a écrit pour me laisser entendre qu'on était déjà presque à 200, ou à 240. Donc, c'est devant toutes ces contradictions, on a dit bon, on a bien fait de stopper, on attend. Et dans ma lettre du 23 août, j'ai été assez formel en disant maintenant j'exige qu'il y ait un PV de livraison définitif signé par toutes les parties prenantes. Ce n'était pas notre boulot du ministère des Finances. Mais ce n'est que lorsqu'on constate qu'il y a une anomalie qu'on monte un peu au créneau en étant un peu plus exigeant. C'est tout.
Mais on ne peut pas se substituer à lui. C'est son boulot. Vous savez, on paye pour tellement de choses que si on devait être rendu responsable de l'exécution de tout ce que nous payons, on saurait condamné à 1000 ans de prison. Non, d'abord, Non, de notre côté, il n'y a pas de question. Il y a d'autres renseignements pour nous. Je peux quand même lui demander s'il peut préciser la première question. Mais je vais commencer parce qu'il a parlé de. D'abord des réponses aux deux questions bien comprises. Le programme de développement de 145, le développement local de 145 territoires. Moi, quand j'ai présenté ces dossiers au Conseil, il s'agit du programme de développement à la base de 145 territoires et 37 villes, et non 375 villes. Et ces programmes-là avaient 4 axes. Il y avait la partie réhabilitation, entretien des routes, entretien permanent de routes de dessert agricole pour le 87 000 km de routes agricoles qu'il fallait entretenir. Il y avait l'alimentation en eau potable des milieux ruraux et périurbains. Il y avait l'électrification rurale. C'est ici que vous l'avez appris. Non, j'ai entendu ça pendant la période du procès ici. On a dit que les travaux continuaient. Mais ce que je sais, c'est que les stations sont disponibles. C'est le déploiement qui est ralenti. Voilà ce qu'on a dit. La question de la disponibilité des sites se posait déjà. Et c'était d'ailleurs une des explications du retard à l'époque. Mais je ne sais pas comment ça s'est terminé par la suite. Mais là aussi est une difficulté. La justice doit être dite, le droit doit être fait, mais il faut aussi s'assurer que les conditions d'exécution de ce marché soient assurées. Parce que le pire, c'est de ne pas avoir le marché fait. Comme ça a été le cas avec certains ouvrages au des 100 jours, dont j'ai fait l'expérience également en tant qu'enseignant. Il faut trouver la solution pour que le travail soit fait, surtout si les sites les stations sont disponibles. Dans un gouvernement, nous sommes comme les doigts d'une main. Moi, j'apporte la solution financière. Mon collègue veille à ce que la nourriture soit préparée, que les gens soient servis. Et c'est là qu'il y a eu un couac, pour différentes raisons, dont la disponibilité, dont ceci, dont cela. Vous pouvez déposer maintenant le micro. Tous les fois, vous pouvez disposer. Merci. Nous n'avons pas une autre demande. Eh bien, nous avons eu l'occasion de clarifier les choses et de faire voler en éclats tous les mensonges, toute la désinformation, toutes les calomnies, qui n'avaient qu'un seul but, c'est d'avoir la tête du ministre des Finances, qui a été un des ministres les plus performants de l'histoire de ce pays. J'ai dit, on a démontré, on n'avait même pas besoin de revenir là-dessus. C'était des propos dénués de tout fondement, comme s'il n'avait même pas lu le dossier qu'il avait en face de lui. Il parle d'une lettre signée par le fils du prestataire qui est directeur général de la société et qu'il a signé en tant que directeur général de la société pour demander qu'on fasse un paiement, pour préciser un compte qui est le compte de la société, et il dit que c'est suffisant pour lui pour prétendre qu'on a payé le fils qui n'a rien à voir avec le contrat. Donc c'est vraiment une ignorance flagrante. Ce qui est désolant, c'est que cela vient d'un inspecteur des finances, celui qui a fait une déposition lundi dernier. Et c'est même inquiétant pour le pays. Il y a eu beaucoup de légèreté, énormément de légèreté, de bout en bout. C'est même grave. C'est une matière, c'est une question qui doit être vraiment réglée. Au-delà des individus, parce que moi je n'ai rien contre les individus, le système, le pays doit bénéficier d'organes de contrôle rigoureux et qui nous rassurent. Et ce qui s'est passé dans cette affaire, on est innocent, mais ce qui s'est passé dans cette affaire a révélé une légèreté qui n'est pas tolérable pour le bien du pays. Mais je n'en veux pas aux individus, je dis bien que les individus ont, je suppose qu'ils ont fait leur travail de bonne foi, mais je crois que nous devons nous regarder en tant que fils de ce pays pour que, à l'avenir, qu'on ne jette pas en pâture gratuitement les gens
et que les choses soient faites de la manière la plus correcte possible. Non, moi je suis un chrétien, vous savez, chacun joue son rôle, et puis moi je pars du principe que lorsqu'on est vraiment enfant de Dieu, même lorsque quelqu'un veut vous faire du mal, en fait, il ne sait pas qu'il vous fait du bien. Vous savez, Judas a dû exister pour que nous soyons sauvés, mais il en est ainsi de la vie. Donc je n'en veux à personne, je n'ai aucun ressentiment. Et je pense que ce qui est important, c'est ce que Dieu nous réserve. Non, donc nous sommes Ezaki Lokuta. Non seulement Ezaki Lokuta te démontrer en gros, mais IGF avec na Lokuta est belé, alors bah qui peut l'issue que tu futa qui, tu vas qui que tu veux futa nani ba forage moko, ils ont 10 000 $, parce que on a Kingabwa, ok ba forage ba important qui on a poto. Si quoi l'eau qu'on a comprendre était tina nini IGF est accumulé. Lokuta ya ndenge wana mpona kosala nani mabe na intérêt nini nazoyeba te, mais mpona ngai naza na kanda na bango te, bazali bato bayebi te ke oyebi ke aza bana nzambe, toyebi ke même Judas aza kosala mabe me ayebi te akosala biso bolamu soki asalaka yango te, mais Yesu abikisa biso te na masumu na biso. Donc nyonso wana ezokoncourir kaka na bolamu ya nzambe, naza na kanda ya moto te, naza na bolingo ya bato nyonso, nalimbisi bango nyonso kosala eloko te, totaka liboso ndenge oyo nzambe abombeli biso. Toi et finance, toi et finance, toi et finance.